1979 avait plutôt été une bonne année. À Moscou, on attendait impatiemment l'ouverture des Jeux Olympiques. Moi, j'avais hâte de finir mon diplôme et d'entamer une carrière. J'étais resté en contact avec ta mère et j'espérais qu'elle pourrait me rejoindre dans le cadre des échanges universitaires. Tu te souviens de ce que tu as fait le 25 décembre 1979? Probablement pas, car Noël était un jour comme les autres en URSS. Mais ce jour-là, le régime soviétique a sans doute pris la décision la plus fatidique de son histoire. День 27 декабря 1979 года афганцы назвали началом спасения революции. Selon la Pravda, le président afghan Hafizullah Amin, jusque-là marxiste déclaré et notre allié, s'était révélé réactionnaire et bourreau de son peuple qu'il avait légitimement renversé. Патриотические силы свергли преступную клику Амина. En 1979, un an après la révolution marxiste, Hafizullah Amin devient président de la République démocratique d'Afghanistan. D'abord soutenu par les soviétiques, il finit par se fâcher avec eux au bout de quelques mois. On connaît désormais le scénario de son élimination. Le 27 décembre 1979, des agents du KGB empoisonnent son petit déjeuner. Le médecin soviétique du président, qui n'était pas au courant du plan du KGB, parvient à le sauver. Des commandos soviétiques finissent par investir le palais présidentiel pour le liquider. Руководство страной возглавил Бабрак Кармаль. Nous savions seulement que la révolution progressiste à Kaboul était menacée par les forces impérialistes et que les Afghans réclamaient notre aide. Je ne vais pas te reprocher de n'avoir rien su de cette opération. Même les membres du Politburo l'ignoraient. C'est l'ancienne plume de Brejnev, Anatoly Tcherniaev, qui le dit. Toute l'opération a été préparée dans le plus grand secret. Tchernenko a rédigé une note manuscrite disant qu'il avait été proposé d'envoyer l'armée. Cette note a été signée par Andropov, Gromyko et Ustinov, les membres du Politburo, et Brejnev a donné son approbation. Shevardnadze et Gorbatchev, qui étaient candidats au Politburo, ne l'ont appris que plus tard, par la radio et par la presse. Tout le monde savait, en son fort intérieur, que c'était une sale histoire et qu'il fallait tout faire pour maquiller et déguiser cette intervention, cette agression. On a baratiné nos amis communistes, mais nos alliés d'Europe de l'Est ont refusé de soutenir ouvertement cette invasion. Mais pourquoi les dirigeants soviétiques ont-ils pris le risque de déclencher une guerre et de se mettre leurs alliés à dos? L'Afghanistan est devenu le symbole de l'offensive ou de la propagation du socialisme. Andrei Grachev, ancien membre du comité central du Parti communiste. Nos dirigeants étaient convaincus qu'idéologiquement, le socialisme était la fin de l'histoire. Or, le cours de l'histoire ne peut pas s'inverser. Une fois qu'il a franchi une étape, qu'il s'est installé dans un pays, le socialisme ne peut tout simplement pas faire marche arrière. Et par conséquent, il doit être soutenu à n'importe quel prix. И никому не дано погасить его. C'est un Russe réfugié à l'Ouest, Vladimir Boukhovski, qui le premier propose de boycotter les Jeux Olympiques de Moscou. L'idée sera reprise par le président américain Jimmy Carter. Безусловно, вторжение в Афганистан советских войск – еще один пример советской агрессии. Мы ведем кампанию за бойкот Олимпийских игр. И мы, конечно, можем быть только счастливы, что сейчас
Идея бойкота поддержана по крайней мере, двумя государствами в мире. Олимпийские игры сейчас используются именно для того, чтобы еще больше зажать внутри страны. У нас в душе отличная погода. Pour préparer les Jeux Olympiques, les autorités de Moscou essayèrent de se débarrasser des mendiants et des prostituées en les arrêtant et en les envoyant dans des contrées suffisamment reculées pour que les visiteurs étrangers découvrent une mégalopole socialiste parfaite. Finalement, 65 nations ont boycotté les Jeux Olympiques de Moscou. L'unique source dont nous disposions pour élucider le boycott de nos Jeux étaient les radios occidentales à destination de l'Est. Chaque athlète qui débarquait paraissait inestimable. Les événements d'Afghanistan, comme on disait, étaient tabous. En tant qu'étudiant, j'étais sursitaire, mais beaucoup de mes amis partaient au service militaire. Les appelés de la plus grande armée du monde pouvaient se retrouver n'importe où, entre Cuba et le Vietnam, et on en plaisantait. Mais on cessa vite d'évoquer les gars envoyés en Afghanistan. Ils s'étaient comme dissous dans le flou du devoir internationaliste, quitte pour certains à ne jamais en revenir. На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти. C'est Andropov qui a été à l'origine de cette initiative destinée à régler le problème afghan. Alexei Kandorov, officier du KGB de 1973 à 1991. Son chef, Yuri Andropov, a longtemps été à la tête du KGB avant de diriger le pays. Andropov avait deux phobies. D'après lui, deux grandes menaces pesaient sur le pays. Le fondamentalisme islamique, oui, déjà à l'époque, et le péril jaune. C'était à ses yeux les deux véritables dangers. Il estimait que le fondamentalisme islamique pouvait très rapidement déborder les frontières de l'islam et se propager jusqu'ici. Au début des années 80, le monde commence à changer autour de la toute-puissante Union soviétique. Il faut désormais compter avec l'islam, qui modifie la donne de la guerre froide. Après la vague anti-américaine en Iran, l'islam militant devient plus que jamais problématique pour l'adversaire historique des États-Unis. À cela, il faut ajouter la montée d'un autre fondamentalisme religieux, chrétien cette fois, qui menace le communisme. Un ancien acteur hollywoodien soutenu par les évangélistes a décidé de se lancer dans la course à la Maison-Blanche. Restoring the American dream requires a return to spiritual and moral values. Au même moment, un citoyen polonais devient l'une des personnalités les plus influentes du monde. Tu Watykan, plac Świętego Piotra przed Bazyliką Watykańską. W 1979 roku
En 1979, Karol Wojtyła a été élu pape et a pris le nom de Jean-Paul II. Ça a été un moment extrêmement important pour la Pologne. Bożena Rybicka, militante catholique et membre de Solidarnosc entre 1980 et 1984. Quelque part dans le vaste monde, l'un des nôtres, un homme qui est une autorité incontestée, allait parler, simplement, mais avec force, de la dignité humaine. Przeddzień święta zesłania. Wołam wraz z wami wszystkimi. Je dois parler de la visite de Jean-Paul II en Pologne. Jerzy Borowczak, ouvrier des chantiers navals et ancien militant de Solidarnosc. En 1979, il s'est adressé à nous en invoquant le Saint-Esprit. Niech wstąpi duch twój. Niech wstąpi duch twój. Et renouvelle la face de la terre. I odnowi oblicze ziemi. Jusque-là, il parlait de la terre entière, et puis il a ajouté de cette terre. De cette terre. Amen. Je suis né à Białogard, près de Koszalin, où étaient basés 100-150 000 soldats. J'avais 7 ans environ, et je leur faisais signe de la main. « Coucou, donne-moi une petite étoile !» Ils nous offraient de la saccharine. Mais les gens âgés nous tapaient sur les mains. « Tu ne dois pas saluer les Russes, ce sont des occupants. » Quand on a 7 ans, c'est quoi un occupant? On nous disait « c'est comme les Allemands dans les années 40 ». J'ai été élevé dans cet esprit-là. Les soviétiques ne sont pas vraiment des amis, ce sont des occupants. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être militaire. Ildar Isangulov, ancien officier de l'armée soviétique. Après le lycée, je suis entré à l'académie militaire. Je me sentais à ma place, j'avais le sentiment d'appartenir à l'élite de la société soviétique. Même en permission, je portais l'uniforme. Mon père était très fier de moi. Chaque fois que je rentrais à la maison, le premier soir, il venait se promener avec moi pour que tout le monde voie que son fils était officier. Le QG se trouvait à Eberswald. L'unité à laquelle j'appartenais n'était pas basée en ville, mais un peu en dehors. Dès notre arrivée en RDA, on a été emmenés dans la salle des victoires militaires du QG. Et là, on nous a raconté tous les combats livrés par notre armée, de la formation des troupes jusqu'à leur arrivée à Berlin. On nous a dit que depuis 1945, on occupait toute l'Allemagne de l'Est, que ce territoire était en quelque sorte devenu le nôtre, et qu'on était là pour instaurer le système socialiste soviétique. Et on était convaincus que c'était vrai. On était persuadés de servir une cause juste et de devoir protéger ce territoire contre l'agresseur. Car évidemment, les troupes de l'OTAN basées à 100-200 km de là allaient nous attaquer d'un instant à l'autre. On avait le sentiment d'accomplir une mission historique.
apportait à l'Occident les idées progressistes du socialisme. Voilà le commandement militaire et le poste de contrôle. Les véhicules entraient par le portail. J'ai servi 5 ans ici et jamais personne ne m'a traité d'occupant. Je n'ai jamais eu le moindre problème avec les Allemands. Qu'ils soient considérés ou non comme des forces d'occupation, les soldats placés par Moscou dans ces pays satellites étaient plus d'1 million, dont 600 000 rien qu'en Allemagne de l'Est. Avec mes amis, on traînait souvent par là et on entendait toujours dire que les Russes avaient récupéré une cabane dans la forêt pour y installer un service d'écoute. Uwe Wirtwein a grandi à Berungen, un village est-allemand à la frontière avec l'Allemagne de l'Ouest. On devait avoir 12 ou 14 ans. On a été dans la forêt et on a vu la cabane au loin. Pendant un moment, on s'est demandé ce qu'on devait faire. Puis on a fini par s'approcher. Dedans, c'était rempli d'appareils. Mais bizarrement, il n'y avait personne. On était morts de trouille, on avait l'impression d'être en Russie. Personne n'en a jamais parlé, mais il y avait des gens qui travaillaient là. Quand on y retournait en cachette, c'était angoissant. On voyait des gens dans la forêt en train d'écouter des transmissions radio ou je ne sais quoi. Il y avait une énorme présence militaire de l'Union soviétique, avec des bases gigantesques, mais personne n'en savait rien. Elles étaient complètement isolées, c'était comme des boîtes noires. On n'y voyait jamais personne, sauf parfois une voiture. Pourtant, des milliers de personnes travaillaient là. Mon unité était basée ici, près d'Eberswald. Et juste à côté, il y avait des Polonais qui construisaient une usine. On venait très souvent dans ce restaurant. Un soir, qu'on était assis à côté d'une table de Polonais, on leur a proposé de porter un toast à la santé des Slaves. Allez, buvons à notre fraternité. Et un Polonais s'est levé. Il devait avoir une 50aine d'années. Il a dit « Je ne boirai pas ». Pourquoi, je lui ai demandé. Je ne vous crois pas, vous n'êtes ni nos amis, ni nos alliés. Comment ça, pas vos alliés? Et le pacte de Varsovie? Et là, il a répondu « On ne vous pardonnera jamais Katyn, ni Brest en 1939, pas plus que Varsovie. » Au début, je n'ai pas compris. Comment ça, Katyn? C'était la première fois que j'entendais parler de Katyn. Et Brest? Brest est une ville soviétique. Et il m'a dit, non, Brest était polonaise. En 1939, on l'a défendue contre vous. Tout comme vous l'avez ensuite défendue contre les Allemands. Et Katyn? C'est quoi cette histoire de Katyn? C'est là que vous avez fusillé nos officiers. Je me suis alors souvenu de la série 4 tankistes et un chien, où on nous voit combattre côte à côte contre les Allemands. Mais nous avons fait la guerre du même côté. Non, vous avez fusillé 30 000 de nos officiers, il a dit. C'était une révélation pour moi. Mais je ne l'ai pas cru. Cette fameuse série télé sur la fraternité d'armes entre soviétiques et polonais disait moins qu'une demi-vérité, comme on le sait aujourd'hui. Pour m'intéresser à l'histoire, je n'ignorais pas le massacre de milliers d'officiers polonais dans le village biélorusse de Katyn en 1940. Conformément aux mensonges soviétiques, je croyais qu'ils avaient été assassinés par l'envahisseur nazi. Wiesen und Wälder scheinen wohl wieder im Frieden zu dämmern. Aber grauenvoll ist, was diese Erde verbirgt.
Hier hauchten über 12.000 polnische Offiziere ihr Leben aus, die sich 1939 aus freien Stücken in die Hand der bolschewistischen Machthaber gaben, danach von Stalins Henkern liquidiert worden sind. Staline et Hitler se sont tous les deux servis de ce massacre comme arme de propagande. Mais pour une fois, ce sont les nazis qui disent la vérité. C'est bien Staline le bourreau de Katyn. Les Allemands ayant perdu la guerre, c'est la version soviétique qui prévaudra pendant de nombreuses années. La Pologne a vécu 160 ans sous domination étrangère. Donc, dès que l'occasion s'est présentée, on a déclenché une grève. C'était le 14 août 1980. Je ne dis pas qu'on était convaincus que ça allait marcher, mais on se disait, c'est du 50-50. Ce portail était en fait le centre névralgique de la grève. Il était fermé parce que c'était le règlement des chantiers navals et que tout le long de la grève, on a continué à l'appliquer. Pour des raisons de sécurité, mais aussi pour empêcher les provocateurs d'entrer. Paradoxalement, comme d'un côté il y avait les ouvriers des chantiers navals et de l'autre les habitants de Gdansk et les familles des ouvriers, ce portail qui était censé séparer les gens les a unis. On ne s'attendait pas à ce que dès le lendemain, les chantiers navals de Gdynia, le chantier des réparations et le chantier Nord cessent toute activité et que le vendredi en fin de journée, tout s'arrête. Pendant la grève, rien ne filtrait sur ce qui se passait dans les chantiers navals, sur les revendications des grévistes. Ils avaient affiché leurs exigences là, sur ce mur, sur un grand panneau en contreplaqué. Que réclament-ils? La justice, la fraternité, la démocratie. Le prolétariat a retourné les idéaux communistes contre l'État communiste. Mais l'idéologie s'efface peu à peu, à mesure que les intellectuels, les paysans, les conservateurs nationalistes rejoignent les ouvriers en grève. Tous les jours, à 16 h, dans les chantiers navals, je conduisais la prière avec Lech Walesa. On priait pour les grévistes, pour leurs familles restées à la maison et pour que les autorités reviennent à la raison. Ces 5-6 000 personnes vivaient une communion spirituelle, mais physiquement aussi, elles étaient unies. Dès le départ, on s'est dit que si on déclenchait une grève, Lech Walesa serait la seule personne à Gdansk à pouvoir la diriger. Il savait parler aux foules. Et en plus, c'était un ouvrier. Pour mener les ouvriers, il fallait un ouvrier. Bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność, nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Wpisali to, co chcemy. L'Union soviétique de Léonid Brejnev. Jerzy Urban, porte-parole du gouvernement polonais entre 1981 et 1985, sous la présidence du général Jaruzelski. A refusé de céder la moindre parcelle de pouvoir à Solidarność.
L'Union soviétique avait des troupes sur place en Pologne. Et elle a bloqué les frontières du pays, surtout à l'est, mais aussi au sud et à l'ouest. C'était la fin de l'automne. L'alerte a été donnée et on s'est mis en route direction la Pologne. On est resté 2 semaines stationnés à la frontière germano-polonaise. Une partie des troupes est même entrée en territoire polonais. On était prêts à intervenir. Quelque chose se passait, une révolution, un soulèvement ou je ne sais quoi, et on allait devoir les aider. Qui? On ne savait pas. Mais notre soutien allait leur être nécessaire. Je suis arrivé en Pologne en août 1980. Alexander Tsipko, chargé de mission soviétique en Pologne. En tant que citoyen soviétique, je devais me rendre à l'ambassade une fois par mois. J'y rencontrais le représentant du KGB qui m'interrogeait sur la situation locale et je lui ai donné mon avis. Il ne va rien se passer, n'intervenez pas. Les Polonais, ce ne sont pas les Tchèques. Pour pouvoir contrôler la Pologne, vous allez devoir placer un régiment dans chaque bourgade. Ce qui signifie qu'il faudra envoyer au moins 20 divisions. En 1981, Jaruzelski a été appelé à diriger le gouvernement parce qu'il portait l'uniforme. Un général, ça inspirait confiance. La petite noblesse dont il était issu, comme beaucoup de militaires, était d'un patriotisme obsessionnel, très 19e siècle. Jaruzelski a toujours essayé d'adapter ses idées pro-communistes à son amour de la patrie. La pression économique, politique et militaire sur la Pologne était tellement forte que ses dirigeants ont été obligés de trouver une solution à la crise. Un de nos collègues, qui voulait pendre les communistes, disait aux ouvriers: on va aller chez les Russes qui habitent ici, on va les priver d'électricité et de nourriture. Comme ça, ils seront bien obligés d'intervenir. Pas vrai? Une certaine fraction de Solidarnosc voulait à tout prix envenimer les relations avec l'URSS. Elle cherchait clairement la provocation. Ces gens me disaient: Sacha, on va créer une situation telle que l'URSS sera bien obligée d'intervenir. On va provoquer l'entrée des troupes. Le sang va couler. La conscience nationaliste polonaise va se réveiller et on sera enfin libéré de vous. Jaruzelski était certainement au courant de ce qui se tramait. Et il a tout fait pour éviter que le sang polonais ne lave les peurs polonaises. Jaruzelski ne pouvait pas gouverner sans Moscou. Il y allait souvent. Il connaissait la doctrine de Brejnev. Socjalistycznej, bratniej Polski w biedzie nie zostawimy i obrażać nie pozwolimy. Il savait ce que les Russes avaient fait à Berlin en 1953. Il a vu ce qu'ils avaient fait en Hongrie, en Tchécoslovaquie. Avec notre aide d'ailleurs. On n'était pas des saints non plus. Avec le recul, on peut dire qu'il a choisi le moindre mal.
À Gdańsk, un agent des services spéciaux avait infiltré l'opposition. Le 12 décembre, on a été informé que quelque chose de très grave était en train de se passer. Je suis allée au chantier naval, où se tenait une réunion de la Commission nationale, et j'ai parlé avec Wałęsa et d'autres personnes. On s'est dit que quelque chose de très grave se préparait, et qu'il fallait lever la séance. Je suis ensuite allée chez ma sœur. Et en effet, vers 6 heures du matin, une sorte de grondement nous a réveillés. On avait l'impression que tout l'immeuble vibrait. C'était tellement irréel qu'on ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Ou plutôt si, on comprenait. Mais on voulait croire que les chars partaient tout simplement à la guerre. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. On était cantonné à la frontière quand j'ai entendu le discours de Jaruzelski à la radio. Il a déclaré que tout allait bien, qu'il maîtrisait la situation et qu'il n'avait besoin de rien. Dès le lendemain, on a plié bagages et on est retourné dans nos casernes. Solidarnosc restait sans effet visible sur la société soviétique. L'agitation d'un pays frère ne pouvait guère déranger l'immobilité envoûtante de nos vies. Au point que personne n'anticipa, lors de l'anniversaire de la Révolution en novembre 1982, que ladite immobilité n'avait plus que 3 jours à vivre. Brejnev n'avait déjà plus toute sa tête. Il y a eu des incidents loufoques. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Un jour, il a commencé à lire à la tribune un texte confidentiel préparé à l'intention du cercle le plus étroit des dirigeants du parti. Alexandrov a tenté de lui arracher le texte des mains et Brejnev a déclaré « Ce n'est pas de ma faute, je vais devoir le relire ». Что 10 ноября 1982 года скоропостижно скончался Леонид Ильич Брежнев. Malgré ses apparitions de plus en plus pathétiques en public, Brejnev était supposé défier les lois de la nature et vivre éternellement. Il symbolisait la pérennité du régime. Sa mort ébranla le dogme. Le système sut répondre aux troubles potentiels en sacrant immédiatement Yuri Andropov, nouvel empereur. 10 ou 20 ans plus tôt, les mystères qui entouraient cet homme, ses origines juives, sa longue direction du KGB, son extrême intelligence,
l'aurait marginalisé au sein du parti. Paradoxalement, ils renforcèrent la part d'ombre dans son exercice du pouvoir à la tête de l'URSS post-brejnevienne. Пытаются толкнуть народы на путь вражды и военной конфронтации, партии и государства будут непоколебимо отстаивать жизненные интересы нашей Родины, поддерживать высокую бдительность, готовность дать сокрушительный отпор любой попытке агрессии. Andropov va durcir la position de l'URSS dans le bras de fer qui l'oppose aux pays européens. En 1983, en pleine crise des euromissiles, il abandonne les pourparlers sur le désarmement avec les États-Unis. La génération Brejnev a grandi dans la peur panique de la menace occidentale. Et cette paranoïa n'épargnait pas certains représentants de la génération précédente, comme Andropov. La preuve en est qu'à l'époque de Reagan, ce dernier déclarait sérieusement à son entourage « En Amérique, les néofascistes sont arrivés au pouvoir avec Reagan. Nous devons nous attendre à une attaque préventive de leur part et nous tenir prêts à riposter. » Je ne sais pas si fasciste est le bon mot, mais comment ne pas nous sentir agressés alors que Reagan cherchait à dresser la planète contre nous? To ignore the facts of history and the aggressive impulses of an evil empire, to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Un empire du mal. Ce que tu considérais comme une insulte sonnait pour d'autres comme une prophétie. Le 1er septembre 1983, un chasseur soviétique abat un avion de ligne parti de New York, tuant ses 269 passagers, dont 70 ressortissants d'Amérique du Nord. Évidemment, c'était terrible. Mais les Américains ne cessaient de nous provoquer. Leurs chasseurs avaient survolé nos bases des îles Kouril. Juste avant le malheureux Boeing coréen, un avion de reconnaissance de l'US Air Force, taillé comme un 747, avait violé notre espace aérien. Essaie de comprendre ce que nous ressentions face à l'Amérique et à ses alliés, face à Reagan qui nous narguait avec sa guerre des étoiles et nous menaçait d'un bombardement imminent. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. La phrase de Reagan, « Le bombardement commence dans 5 minutes », était évidemment une plaisanterie de mauvais goût. Quant à cette explosion nucléaire, c'était un essai soviétique. Ronald Reagan était loin de faire l'unanimité, même à l'Ouest. Mais ce qui est clair, c'est que ce sont les Soviétiques qui ont installé en premier des missiles de moyenne portée en Europe. Et c'est l'Allemagne, ou plutôt les deux Allemagnes, qui ont abrité la plus forte concentration de têtes nucléaires au monde. Quand l'Union soviétique a commencé à s'installer ici avec des missiles qui pouvaient être envoyés sans sommation... Friedrich Schorlemer, pasteur, qui a soutenu le mouvement pacifiste en RDA. Les Américains ont aussitôt répliqué avec leur Pershing 2. Chacun avait de quoi détruire l'autre 50 fois. Une force d'anéantissement multipliée par 50. En Europe, on vivait dans cette menace de mort constante. Et en RDA, on a vu se développer une militarisation très stricte, mais aussi une véritable hystérie guerrière. Je me souviens qu'à l'école, on avait des cours de sciences militaires et que les ados de 15 ans, ou même les enfants en maternelle, devaient s'entraîner à la guerre nucléaire.
Cet équilibre étrange qui reposait sur la peur a peut-être permis de maintenir la paix. Mais c'était très fragile. Ça aurait pu basculer à tout instant dans une grande guerre nucléaire, biologique ou chimique. Et donc, au début des années 80, ce danger permanent a donné naissance à un mouvement pacifiste en Allemagne de l'Est. Depuis 1981, les pacifistes utilisaient le symbole des épées transformées en socs de charrue. On l'imprimait sur des pièces d'étoffe que les jeunes se cousaient ici, sur la manche. Les réactions de la police, de la Stasi et des proviseurs étaient très agressives. Certains élèves se faisaient exclure du lycée. On découpait leurs vestes s'ils refusaient d'enlever l'écusson eux-mêmes. Bref, il y avait un conflit entre le gouvernement et les jeunes. Et l'Église servait de médiateur puisque c'est elle qui, au départ, avait créé ce symbole. En 1983, à Wittenberg, j'ai installé une enclume sur la place de l'église. Il devait bien y avoir 2000 personnes ce soir-là, mais personne n'était au courant, ni les gens, ni la Stasi. Et là, un forgeron a apporté l'épée qu'on avait préparée, et sous les applaudissements de la foule, il l'a transformée en soc de charrue. Wenn wir umsetzen die Worte in Taten, die Träume in Wirklichkeit, dann können wir auch verzichten auf das geschundene Wort Frieden. Je n'oublierai jamais ça. Le son du marteau dans la nuit à côté du feu et la chanson que tout le monde reprenait en chœur. On a tous besoin de pain et de vin, de vivre en paix sans avoir peur. Fusils et canons se transforment en charrues pour que tous ensemble, nous vivions en paix. Jeder braucht sein Brot, sein Wein, und Friede ohne Furcht soll sein. Les pacifistes de RDA, apparemment bien inoffensifs, jetteront néanmoins les bases d'un mouvement beaucoup plus dangereux pour le régime. Que ce soit grâce à eux ou à la dissuasion nucléaire, l'Europe a évité un nouveau conflit. Mais certains n'ont pas eu la chance d'échapper à la guerre, comme Sergueï Nikitov et Alexei Mirolyubov, deux vétérans d'Afghanistan. Ils m'ont donné un fusil et je leur ai dit « Montrez-moi au moins comment m'en servir. Où je dois regarder, comment je tire, comment je le démonte. » Je ne savais absolument rien. Comment expliquez-vous qu'à 18 ans, on puisse se voir confier une arme, un missile, un poste de tir, mais qu'il faille attendre d'avoir 20 ans pour obtenir un permis de chasse? C'est paradoxal, non? On a donc le droit de mourir à 18 ans.
On nous a envoyés en mission et j'ai sauté sur une mine dans la montagne. C'est arrivé à 5 heures du soir, ils m'ont récupéré à 5 heures du matin. L'hélicoptère tournait dans le ciel sans oser se poser. Il est reparti, puis il est revenu le lendemain. Le soldat obéit. Le règlement dit on exécute les ordres, après on discute. On avait atteint notre objectif. On était arrivé dans les montagnes. Puis à un moment, le pont mobile qui permettait aux chars de passer est tombé dans le précipice. On a été séparés du gros de l'unité de débarquement qui a poursuivi sa route. Et à 8 heures du matin, on s'est retrouvés sous les tirs croisés de 2 villages. Ils nous ont bien pilonnés. Il y a eu une explosion. Je n'avais pas mal, j'avais les jambes chaudes. Quand je me suis touché les genoux, il ne restait plus que 5 cm d'os. Il n'y avait plus de chair. J'ai serré et là j'ai eu mal. Je n'ai plus revu mes jambes. Vous savez, les gars, je ne peux plus voir les lames de rasoir Neva. C'est avec ça qu'ils m'ont coupé les jambes. Dans les montagnes. Nos guerres socialistes étaient censées être justes, généreuses, libératrices. Cette guerre-là était tout le contraire. La fin de mes études mit un terme à mon sursis, et j'étais obligé d'accomplir à mon tour le devoir internationaliste sous lequel le régime déguisait ses ambitions impériales. Refuser de mourir pour ce mensonge fut mon seul acte de révolte, qui, bien que silencieuse, n'en fut pas moins une révolte. D'un coup, sous mes pieds, mon avenir se dérobait.